le technicien d'éco-réglage. Je fais le contrôle technique des pulvérisateurs. Et donc là, je remplace au pied levé mon collègue Clément, de l'atelier climat de Terre-et-Garonne. Donc aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques avec son pulvérisateur, donc de l'entretien pour pouvoir passer à une bonne pulvérisation à la main. Donc déjà, il y a plusieurs types de pulvérisateurs. Il y a les aéroconvecteurs, ceux qu'on retrouve surtout en arboriculture, les tubes pneumatiques, les panneaux récupérateurs et les passe-par-passe. Donc actuellement, les plus représentés dans la ville sont les voûtes pneumatiques et les passe-par-passe. On arrive de plus en plus aux passe-par-passe récupérateurs. Donc j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, on verra ça l'après-midi comment ça fonctionne plus précisément. Donc chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Donc il y a les avantages, donc les passe-par-passe à porté. Donc c'est une qualité de pulvérisation vraiment importante. Par contre, l'inconvénient, c'est la dérive. La dérive, à moins d'avoir des buses anti-dérive, mais bon, c'est pas encore vraiment. Ensuite, on a le passe-par-passe pneumatique, pareil. On a une bonne qualité de pulvérisation, mais une mauvaise maîtrise de la dérive. Après, il y a les panneaux récupérateurs, donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a la qualité de pulvérisation et la maîtrise de la dérive. L'inconvénient de ces panneaux récupérateurs, c'est qu'on ne peut pas prévoir à l'avance la quantité totale de bouillie, parce qu'il risque d'en rester à la fin. Donc c'est comment gérer ce reste de bouillie à la fin du traitement. Ensuite, il y a les rampes de premier traitement qui sont peu répandus. C'est des buses âgées portées, surtout pour les premiers traitements. Bon. Et ça permet de. C'est une machine qui est à bas coût et ça évite de mettre en place toute la. Comment expliquer des gros appareils pour les premiers traitements où il y a besoin de peu de bouillie. Ensuite, on a les voûtes pneumatiques. Pareil, il y a un bon traitement, mais toujours ce problème de la dérive. Et ensuite, l'aéroconvecteur, pour la ville, c'est vraiment pas forcément adapté. Donc ensuite, on va faire le tour des organes présents sur le pulvérisateur, où il faut faire attention avant d'utiliser son pulvérisateur. Donc on a les souffleries, et généralement les souffleries, la prise de force, regardez que tout est bien en place, la protection de prise de force, les vols, de protection côté pompe et côté tracteur. Et donc ce qui est important quand on va faire le remplissage du pulvérisateur, c'est de couper la soufflerie, éviter que la soufflerie tourne en continu quand on remplit le pulvérisateur. Donc on a différentes pompes. Les pompes à piston membrane, les pompes à piston, les pompes centrifuges. Les pompes à piston membrane sont les plus répandues actuellement sur les pulvérisateurs. Les pompes à piston tout court, c'est généralement les pompes Vertou, c'est comment expliquer les pompes qui sont pour le DPA-M ou c'est les anciennes pompes qui sont montées dessus. C'est pour l'intervention, comment expliquer, le DPA-M. Où la roue contrôle le débit. Donc on a vraiment un volume constant par rapport au volume du piston. Et après les pompes centrifuges, c'est des pompes centrifuges généralement des pompes de brassage. On a des hauts débits et des faibles pressions. Donc ensuite, ce qu'on trouve sur les pulvérisateurs, c'est l'accumulateur de pression. Il a vraiment un rôle important. Il va accumuler tous les coups de piston des pompes. Donc pour avoir une pulvérisation correcte, linéaire, il faut avoir un accumulateur de pression. Il faut savoir que dans cet accumulateur de pression, on met entre 30 et 70% de la pression de travail. Donc nous, on compte plutôt 50%, c'est-à-dire que si on travaille à 2 bars, il faut mettre un bar de pression dans la cloche à air, et c'est elle qui va accumuler donc, toute cette pression. Donc si on a des problèmes sur cette cloche à air, on peut avoir une pression de gonflage inadaptée, donc on aura des pulsations. On n'aura pas une pulvérisation régulière, c'est-à-dire que les chiffres ils vont être pas réguliers, tout simplement. Donc cette cloche à air, elle va tourner, elle va être efficace à un régime de prise de force à 540. Donc il ne faut pas que la prise de force tourne, le régime soit trop élevé, sinon elle sera inefficace. Donc si la cloche à air est mal réglée, on aura des variations
de pression, comme je disais, et surtout le manomètre va bouger, et ça va le dérégler, on sera plus précis à la fin. Donc il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de manomètres. Donc c'est un manomètre à 2 échelles recommandées, à savoir qu'un manomètre est précis à 10 comme on le voit ici. Il ne sera pas précis avant et moins précis après. Donc il y a 2 types de manomètres qui existent. Il faut savoir que les manomètres, quand ils sont à plus d'1 mètre du conducteur, il faut qu'ils fassent 10 cm de diamètre. Donc excusez, il faut qu'il fasse plus de 10 cm de diamètre pour avoir une bonne lecture de la pression d'utilisation. Donc voilà ce que je peux dire sur les manomètres. Ensuite, il faut vérifier sur son pulvérisateur que tous les organes de lecture de niveau et de pression soient visibles de la cabine. Comme on disait tout à l'heure, le monsieur qui descend pour regarder le niveau de sa bouillie dans le pulvérisateur, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir de la cabine, en jetant un coup d'œil, on sait le niveau qui reste dans la cuve, et comme ça on peut adapter si toutefois il nous en manque ou si on n'en a pas assez, ou on en a trop, on peut adapter la pulvérisation. Donc pour le remplissage, ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir une bonne lecture de l'indicateur niveau. Donc pour ça, il faut que le pulvérisateur soit de niveau, à plat, parce que des fois, quelques centimètres de décalage, on peut avoir des centaines de litres en plus, des dizaines de litres en plus, et ça nous fausse tout notre réglage à la fin. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir un volume compteur pour avoir vraiment le volume précis dans sa cuve pour une meilleure pulvérisation à la fin. Donc la régulation, il y a plusieurs régulations, la pression constante, le DPM, le CE, le DPAE. Les plus répandus sont le DPM. Maintenant, sur une nouvelle machine, c'est le DPAE. Le DPAE, ça fonctionne vraiment très bien quand c'est bien réglé, encore une fois. Le DPM, plus on accélère, plus la pression monte. Donc ça va varier de 10%, mais au-delà, on ne changera pas le volume épandu à l'hectare. Tandis que le DPAE, on peut ralentir, accélérer. Le boîtier prend en charge la différence de volume à l'hectare. Donc pour une pulvérisation vraiment parfaite, le DPAE, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Donc après, la filtration. La filtration, c'est très important, comme on disait tout à l'heure, pour avoir une très bonne pulvérisation à la fin, il y a plusieurs choses à prendre en compte, dont la filtration. Si on a des filtres qui sont bouchés, on ne va pas pulvériser correctement. Les filtres se nettoient tous les jours. Donc, il y a plusieurs filtres, comme on peut le voir là, il y a des filtres à l'aspiration, au refoulement, au tronçon, et on peut même avoir des filtres au buse. C'est vraiment important de tout bien nettoyer, parce que moi, quand je contrôle les pulvérisateurs, généralement, on a des problèmes sur les buses. Les buses à turbulence, les petites buses à turbulence, il y a souvent, après l'utilisation de produits épais comme cuivre, soufre, etc., ça a tendance à boucher les buses. Du coup, si on bouche les buses, on ne met plus du tout la bonne dose à l'hectare, et après ça entraîne beaucoup de problèmes par la suite. Donc vraiment, la filtration, c'est, je dirais, le point le plus important qu'on peut retrouver sur les pulvérisateurs. Donc il faut bien penser à les nettoyer tous les jours. C'est vraiment le point important pour la pulvérisation. Donc les filtres, il y a plusieurs normes. Il y a les anciennes normes et la nouvelle norme, la norme ISO. Pour la norme ISO, on parle en mèches. Les mèches, c'est le nombre de maillages par micron. Donc, pour les filtres à l'aspiration, on voit que c'est les filtres rouges qu'il nous faut, marron et rouge. Ensuite, pour le refoulement, c'est les filtres bleus. Les tronçons, les filtres jaunes, les buses, etc., les filtres verts. Plus il y a de filtres, mieux c'est. Surtout avec les produits qu'on utilise dans la vie, les produits qui sont épais, la filtration, c'est le plus important. Après, il y a la distance de pulvérisation. La distance de pulvérisation par rapport aux buses, c'est important aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si le jet de pulvérisation est trop éloigné du feuillage, on va perdre du produit. L'action du produit ne sera pas efficace sur le feuillage. Et si c'est trop près, c'est pareil, on n'aura pas une bonne répartition
de la pulvérisation sur le feuillage. Donc il y a différents types de buses, les buses à fente, les buses à turbulence et les pastilles de calibrage. Ce qui est le plus répandu sur les pulvérisateurs actuellement, ce sont les buses à turbulence et les buses à fente. Le plus, ce sont quand même les buses à turbulence. Donc on peut voir que pour les buses à fente, on a une pression recommandée entre 1,5 et 5 bars. Pour les buses à turbulence, une pression entre 5 et 20 bars. Les pastilles de calibrage, entre 5 et 20 bars aussi. Les pastilles de calibrage, on retrouve ça principalement sur les atomiseurs et sur les pneumatiques. Mais sur les buses à turbulence, voilà, la pression de travail c'est entre 5 et 20 bars, et surtout, comme on disait tout à l'heure, le nettoyage pour avoir vraiment une pulvérisation correcte. Ensuite, pour calculer le débit, le réglage du pulvérisateur, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est la largeur de pulvérisation, le débit et la vitesse. Pour calculer sa vitesse, j'ai les papiers après si vous voulez, je rentre plus précisément dans le vif du sujet. Pour calculer le débit, c'est une formule simple, c'est le débit multiplié par la vitesse, multiplié par la largeur, divisé par 600. Ça nous donne le volume total qu'on veut, et suivant ce volume voulu à l'hectare, on choisira nos buses à la fin. Donc, une fois qu'on aura choisi ces buses, on peut choisir, suivant comment on veut répartir la bouillie sur la plante. C'est-à-dire que sur les pieds, en bas, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de bouillie. Après, dans le feuillage au milieu, on a besoin de beaucoup de bouillie. Et ensuite, sur le feuillage un peu plus haut, il y a besoin de moins de bouillie. Donc ça, après ce réglage-là, on va régler les buses sur son pulvérisateur. C'est-à-dire qu'on va mettre des buses à plus petit débit en haut, plus petit débit en bas, et des buses avec un débit un peu plus important au milieu. Voilà. Donc, quand on a un DPAE, même quand on a d'autres pulvérisateurs, l'importance, c'est la vitesse. Il faut savoir la vitesse à laquelle va son tracteur. Donc même un DPAE, la vitesse peut être erronée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un calcul pour calculer la vitesse de son tracteur. C'est tout simple, il faut mettre deux plots à 100 mètres de distance. Il faut se mettre à la vitesse de 6 km/h et calculer avec un chronomètre le temps qu'on met pour faire ces deux plots, pour parcourir la distance entre ces deux plots. Donc il faut qu'on ait à 6 km/h, il faut qu'on ait 1 minute pour parcourir 100 mètres, tout simplement. Et avec ça, vous pouvez après régler votre pulvérisateur, que ce soit par rapport à la vitesse d'avancement d'un DPM standard ou alors d'un DPM, tout simplement. Donc voilà, après toutes les buses ont un tableau de normes ISO. Donc les nouvelles buses, que vous preniez n'importe quelle couleur, elles ont le même débit à une pression donnée. Donc ça, c'est la norme ISO. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai des documents pour le réglage plus précis du pulvérisateur. Et voilà, je pourrais vous renvoyer vers mon collègue Clément qui s'y connaît un peu mieux que moi. Voilà. Je vous écoute si vous avez des questions. C'est parti. Si. Sur l'histoire du régime de prise de force, oui. Il y a une influence, je sais pas. Alors le régime de prise de force, si on a un PV DPM, c'est-à-dire que si on monte en régime, la pression va monter. Dans une plage de 10%. C'est-à-dire que si vous augmentez trop le régime moteur, la pression ne va pas suivre derrière et du coup vous allez la sous-doser parce que si vous augmentez votre vitesse, la pression ne va pas suivre et du coup vous mettrez moins de bouillie à l'hectare. En proportion du réglage que vous avez à la base. En proportion du réglage que vous avez à la base. Le réglage à un régime donné. C'est toujours la variation de régime, c'est par rapport au régime que vous avez prévu à la base. Voilà, que ce soit en sur-régime ou sous-régime. Si vous avez une côte que vous ralentissez, c'est pareil. C'est le même problème. Par contre, une remarque sur le DPAE, oui. C'est l'inconvénient du DPAE, c'est qu'il ne nous alerte pas sur un charge de plus. Ah non, ça, le DPAE, il va compenser. Donc vous
ne le voyez pas. Et justement, si vous avez, c'est pour ça que je disais par rapport aux filtres aussi, les filtres sont très importants parce que si vous avez une buse qui bouge, des fois même 3-4 buses sur le même côté, ça va être reporté soit sur l'autre côté, soit sur ailleurs, et du coup ça c'est pas l'idéal du tout. Il existe, je pense, des capteurs pour voir si les buses sont bouchées aussi. Le problème surtout, alors surtout en grande culture, c'est la rampe qui est derrière le pulvérisateur. On n'a pas accès, on ne voit pas visuellement, et du coup c'est le problème. Des fois, il y a même sur des champs, on voit des différences de traitement. La maladie s'installe, on se demande pourquoi, et c'est qu'il y a des puces qui sont bouchées ou alors des différences de pression. L'avantage du contrôle technique que on fait avec l'éco-réglage, c'est de voir s'il n'y a pas de souci sur le pulvérisateur. Des fois, on a des problèmes de pression sur les rangs. On ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a un petit joint qui est bouché, des fois, il y a un raccord qui est mal ouvert, etc. Et ça nous fait il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Si un endroit s'est bouché, comme je vous disais tout à l'heure, et bien la pulvérisation ne se fait pas correctement, et du coup, après, on a des maladies, etc. qui se mettent. Et voilà. Voilà, après, je serai présent jusqu'à ce soir. Donc, si vous voulez plus de renseignements, que ce soit même sur le contrôle du PUV ou sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai des fiches pour le réglage du PUV qui sont beaucoup mieux expliquées, comment on règle la largeur, comment on calcule sa largeur, etc. Je peux vous les donner, il n'y a pas de souci, je peux vous les donner. Je les ai sur l'ordinateur, donc vous me donnez votre mail et je vous l'envoie sans souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors sur le contrôle du PUV, les contrôles du PUV c'est tous les 5 ans. Vous achetez un appareil neuf, c'est 5 ans à partir de la date d'achat, et c'est le contrôle 5 ans à partir du précédent contrôle. Voilà. C'est valable pour les rampes de la DSRP, c'est tout type de pulvérisateur, sauf les pulvérisateurs sur le dos. Voilà. Après, tout type de pulvérisateur, pour des RB, la ville autour des bâtiments, tout type de pulvérisateur.